Dans son communiqué diffusé sur son site officiel ce mardi 9 mai, le Hezbollah a considéré comme suspects les exercices militaires qui sont actuellement en cours sur les frontières syro-jordaniennes. Selon le Hezbollah, ces manœuvres servent de couverture au projet d'attaque contre la Syrie sous prétexte de la lutte contre Daesh. Quelle est votre analyse à ce sujet? À mon avis, effectivement, le Hezbollah a tout à fait raison. Donc, ces manœuvres ont commencé il y a 2 jours, qu'elles regroupent 4500 personnes avec des armements lourds britanniques. Il y a des chars anglais. Il y a des troupes, donc 4500 à 5000 personnes soldats, il y a des directions britanniques, américaines, on suppose aussi du Mossad plus jordanienne. Donc depuis l'avancée de l'armée syrienne, à chaque fois que l'armée syrienne avance, il y a des bombardements américains et de la coalition qui essayent d'entraver l'avancée de l'armée syrienne, comme il y a aussi des mises en scène du style l'attaque aux chimiques, du style l'humanitaire tout d'un coup devient important, etc. Donc tous les efforts de la société dite internationale, en fait la société occidentale, je peux dire l'ensemble des pays occidentaux qui sont des pays de l'OTAN avec leurs alliés de la région, à chaque fois que l'armée syrienne avance clairement et ouverte et bien, il y a une tentative d'arrêter cette avancée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, je tiens à signaler qu'il y a une très grande avancée au niveau des réconciliations, qu'il y a l'avancée qui a été aussi faite dans les accords d'Astana, avec laquelle tous ces pays qui agressent la Syrie ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est une mesure, je dirais, elle peut être considérée comme une mesure de rétorsion contre ces avancées et pour soutenir Daesh et les terroristes en Syrie. Dans la région, je dirais, parce que c'est en Syrie et en Irak. La province de Deraa est visiblement cible de ces agissements. Pourquoi cette région reste une cible privilégiée pour les terroristes? Alors, effectivement, l'ensemble de la commune de Daraa reste une cible privilégiée sur laquelle ils n'ont pas arrêté d'ailleurs de mener attaque après attaque. Ce sont depuis le 15 mars récemment jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, il y a plusieurs attaques acharnées de Daesh contre Daraa et qui ont été systématiquement repoussés par l'armée syrienne. Pourquoi Deraa? Parce que Deraa est au sud de la Syrie, parce que Deraa, dans ses frontières ouest aussi, elle communique avec le Golan, qui sont les terres occupées par des Israéliens, et Konetra. Donc, je rappelle quand même que récemment, Israël avait bombardé Konetra aussi, avait bombardé à Damas aussi, soi-disant un aéroport qui c'est un aéroport, mais qui, disait-il, abritait un stock d'armes pour le Hezbollah, destiné au Hezbollah. Donc, en fait, tout ceci est destiné à servir l'État d'Israël, qui a très peur en fait de l'augmentation de l'expérience de l'armée syrienne et puis de Hezbollah, du renforcement qu'ils ont eu à travers cette guerre contre les terroristes. Ils ont été aguerris dans cette guerre et effectivement effectuent des grandes avancées et des grandes victoires, accumulent de grandes victoires. Ceci ajouté au fait que comment dire, leurs agents locaux syriens, si on peut dire, qui étaient
aussi à la fois dans la banlieue de Damas, dans les banlieues de Dera, dans les banlieues de Koneitra, etc. Il y a un grand mouvement de reddition qui est important et qui fait que les terroristes perdent aussi leur environnement protecteur, si on peut dire, puisque tous les terroristes syriens sont en train de se rendre et de retourner au sein de la patrie en signant donc à la fois des régularisations et des engagements vis-à-vis de l'État syrien et qui profitent d'une amnistie que le président Assad a mis en place et qui est prolongée de mois en mois pour que toutes ces personnes qui travaillent avec les ennemis de la Syrie reviennent à leurs esprits, reprennent les esprits et reprennent leur statut de citoyen patriotique. Et d'ailleurs, leur expérience a montré qu'ils ont été aussi largement floués et largement manipulés par l'étranger. Je tiens à dire donc le fait que les villes de Madaya, Zabadani, Bourqin, Serghaya et bientôt hier ont commencé les retraits des terroristes du camp Yarmouk qui est dans le sud de Damas. En fait, tout ceci contribue à faire peur à Israël et à tous les ennemis de la Syrie, ce qui fait qu'ils redoublent leur agressivité maintenant. Et d'ailleurs, c'est eux qui reprennent le relais de manière très ouverte pour soi-disant combattre Daesh, mais en réalité, enfin c'est eux, c'est-à-dire je précise quand même quand j'entends les États-Unis, l'Angleterre, Israël, la Jordanie, l'Arabie saoudite dans le sud et puis la Turquie dans le nord, ils reprennent en main eux-mêmes de manière directe la lutte entre guillemets contre le terrorisme, mais en réalité c'est leur combat contre l'État syrien, légitime et voilà, et légal. La reprise d'Al-Tanf, située dans le triangle frontalier Irak-Syrie-Jordanie, reste l'une des plus grandes reprises des forces syriennes. Al-Tanf a été il y a quelques jours le théâtre des agissements des forces liées à Washington qui ont construit Alors, des Al-Tanf postes est un point qui est quand même assez stratégique puisqu'il est entre l'Irak, la Jordanie et la Syrie. C'est aussi un point du désert, entre guillemets, syrien, de la steppe syrienne, en fait, par où passent beaucoup de tribus et nomades. Donc, en fait, l'idée, c'est de dominer cette région, c'est avoir un pied aussi bien pour diffuser, entre guillemets, les terroristes, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Donc, c'est un point qui est important. Le fait que l'armée syrienne avance sur ce terrain les démunit les agresseurs de la Syrie d'un point qui est important dans la création de troubles, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais dire qu'aujourd'hui, et ça, c'est un point qui est très, très important, une partie des frontières syro-irakiennes a été largement sécurisée. Donc, ça, c'est aussi un point sécurisé dans le sens où il n'y a plus de présence terroriste et les terroristes ne pourront plus passer des hommes, des armes, etc. Et des renforts donc de l'Irak à la Syrie, puisque maintenant il y a à travers ces frontières une continuité, je dirais, de la sécurisation et une coordination, bien entendu, entre l'armée syrienne et l'armée irakienne. Et on espère que d'ici quelque temps, la totalité de la frontière
syro-irakienne sera sécurisée, ce qui couperait en fait, ce qui permettrait d'encercler les forces de Daesh à l'intérieur d'un côté à l'intérieur de l'Irak et de l'autre côté à l'intérieur de la Syrie. Donc ils ne pourront plus circuler comme ils le font actuellement entre les deux pays. Et donc, faire vase communicant, ils sont défaits d'un côté, ils vont agresser d'un autre côté. Donc, ce qui contribue effectivement à leur défaite. Donc là aussi, on voit bien que les Américains, les Britanniques ne veulent absolument pas ça, ils ne veulent absolument pas la défaite de Daesh. Et c'est la raison aussi pour laquelle les Américains renforcent leur présence dans le nord-est de la Syrie, donc du côté de Deir Zur et Hasakeh, en prétendant combattre Daesh aussi et en donnant aussi, en s'appuyant sur les Kurdes, mais en créant une base militaire, etc. Donc ils essayent de pérenniser leur existence en Syrie, mais cela ne leur réussira pas, c'est moi qui vous le dis. Je pense que ils seront défaits inévitablement. Le département américain de la Défense a fait état de la livraison d'armes lourdes aux Kurdes de la Syrie. Cette décision intervient à moins d'une semaine de la rencontre prévue le 16 mai entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump à Washington. Quelles seront les conséquences de cette décision, aussi bien sur la scène syrienne que dans les relations turco-américaines? En fait, les relations turco-américaines, à mon sens, elles sont bonnes dans leur essence, mais dans la surface, il y a un semblant de mésentente, je dirais, sur la base de la question kurde. Mais les Américains essayent d'utiliser les Kurdes, non pas contre les Américains, mais non pas contre les Turcs, mais contre les Syriens. C'est-à-dire que on voit bien qu'ils utilisent les Kurdes dans les frontières syriennes et dans les territoires syriens, qui sont Deir Zur, qui sont Hasakeh, qui sont aussi Manbij, El-Bab, etc., qui sont les territoires syriens. Et Deir Zur aussi. Par contre, si c'était contre les Turcs, ils auraient mieux fait d'aider les Kurdes qui sont, eux, effectivement, à l'intérieur de la Turquie et qui sont la majorité et qui posent effectivement la question kurde. Mais en fait, ce travail que font les Américains va dans le sens des intérêts de la Turquie, puisque ils essayent de faire un État, entre guillemets, un partitionnement ou un État indépendant kurde ou une province indépendante kurde au sein de la Syrie. Donc, alors que la réalité est que au sein de la Syrie, il y a très peu de Kurdes qui cherchent l'indépendance et qui cherchent à créer cet État. Donc, en fait, les Américains déplacent le problème des Kurdes. Au lieu que ce soit de l'intérieur de la Turquie, ils le déplacent vers la Syrie. Et vraiment, ça arrange les Turcs, bien que en superficie, ils continuent à gueuler et à râler contre, et même à essayer d'attaquer, même en Syrie. D'ailleurs, ils prétextent de cette aide pour aller aussi attaquer la Syrie et violer la souveraineté nationale de la Syrie, sous prétexte de lutte contre Daesh d'un côté et contre les Kurdes d'autre côté. Donc pour moi, s'il y a un impact, c'est un impact négatif, mais dans la surface, mais sur le profond, ils ont le même projet. Écoutez, de toute façon, Israël, c'est un pays qui est c'est un pays, c'est pas un pays, c'est d'abord un état d'occupation qui n'arrête pas à travers des colonisations et puis des vols successifs de territoires aux Palestiniens qui n'arrêtent pas de s'étendre.
Et c'est un État d'agression. Depuis sa création, il a agressé les Palestiniens et il continue dans les agressions contre la Syrie, contre le Liban, etc. Donc en fait, les seules forces qui ont stoppé cette expansion systématique de l'agression israélienne, c'est la présence des forces de résistance libanaises et c'est la présence, l'existence aussi d'une armée forte qui est l'armée syrienne, qui faisait barrage à cet expansionnisme systématique. Bon, aujourd'hui, malheureusement, Israël bénéficie en fait de l'aide des Saoudiens, des Qataris qui pactisent avec eux et qui organisent même des manœuvres communes avec eux, aussi bien dans la mer Rouge qu'en Jordanie. Et ils se sont tous unis et ligués pour casser l'État syrien et pour partitionner la Syrie, malheureusement. Mais en fait, la résistance à la fois du peuple syrien, de l'armée syrienne, de l'État syrien, et aussi fort de ses alliances aussi avec l'Iran et le Hezbollah, et la résistance libanaise, qui n'est pas seulement Hezbollah, il faut le dire, remporte des victoires. Et pour moi, Israël devrait se soumettre à tout cela et se soumettre surtout à la loi internationale et qu'elle commence aussi à appliquer non seulement les décisions de l'ONU, qui l'a créée d'ailleurs, mais les décisions de tout un tas de sessions depuis 1967 jusqu'à présent, depuis la décision 242 du Conseil de sécurité et de l'ONU, jusqu'à maintenant, Israël, je peux dire, fait fi de toutes les décisions de l'ONU et elle est en toute impunité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je salue aujourd'hui la grève et la lutte de tous les prisonniers palestiniens. 1500 prisonniers palestiniens sont à leur 24e jour de grève de la faim. Et malheureusement, tout mutisme des médias mainstream internationaux, et en même temps de l'ONU, de toutes les organisations dites humanitaires, etc., qui ne voient absolument pas ces exactions contre les prisonniers et contre la population qui les soutient, alors que les Israéliens continuent à détruire des maisons, etc., et à emprisonner pour rien et à tuer. Encore hier, une jeune fille de 16 ans a été tuée, soi-disant, parce qu'elle était accusée de vouloir faire une opération contre des soldats israéliens. Donc tout ceci fait quand même que Israël, quoi qu'il fasse, ils ne seront jamais acceptés par les peuples de la région. Jamais ils ne seront acceptés. Sauf si en fait, ils reviennent à un État démocratique, unique, où tout le monde tout le monde est citoyen et tout le monde a les mêmes droits, ce qui est vraiment, on voit, très très loin de l'état actuel de l'état actuel israélien. Donc, pour moi, quoi qu'on fasse, hein, quoi qu'il fasse, de toute façon, même si il y a des gouvernements qui trahissent, hein, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui trahissent cette cause arabe et cette cause palestinienne, les peuples ne le trahiront pas. Voilà. Et donc, inévitablement, Israël va finir par, comment dire, être obligé de quitter
je peux dire, c'est de quitter la Palestine. Les Palestiniens reprendront leurs droits. Et tôt ou tard, les luttes continuent, le peuple palestinien continue sa lutte, les peuples arabes continuent, et j'ose penser quand même que les droits ne seront pas perdus tant qu'il y a des gens qui luttent pour les recouvrir. Absolument. Mm, mm. Effectivement, ces agissements suspects font peser beaucoup je peux dire, de danger sur la Syrie, le danger d'une attaque euh, américaine par le Sud. En fait, américaine, je dis américaine en faisant court parce que c'est anglaise, israélienne et saoudienne et jordanienne, etc. Du Sud, effectivement, ça peut être une agression, mais je crois quand même que les alliés de la Syrie ne resteront pas muets face à ça. Donc en fait, le danger, c'est que en fait, si jamais il passe à l'attaque, hein, c'est que cela dégénère en guerre mondiale réelle et que donc là, c'est une confrontation entre des grandes puissances comme la Russie. La Russie, à mon avis, ne restera pas sans bouger lorsqu'il s'agit de cela, et ils l'ont affirmé à plusieurs reprises. Le ministre des Affaires étrangères syrien, le docteur Walid Moallem, hier a bien affirmé que de toute façon, toute intervention de ce type, nous la considérons comme une agression, ce qui est une vérité, c'est une agression contre la souveraineté syrienne, et donc nous réagirons en conséquence. La Russie a à plusieurs reprises aussi affirmé que de toute façon toute agression contre la Syrie est considérée comme une agression contre aussi ses troupes en Syrie et contre la Russie. J'ose penser aussi nos amis iraniens. Alors non, là on est vraiment dans la même tranchée ensemble. Je crois qu'ils réagiront aussi. Donc tout ceci, plus la Chine, plus les pays du BRICS. Donc en fait, je pense que là, ça allume une mèche qui n'en finira pas, qui sera une mèche de Troisième Guerre mondiale. Mais oseront-ils aller jusque-là? Moi, j'exclus. Je pense que tout ceci, c'est fait pour faire pression contre la Syrie, pour faire accepter des solutions de partition ou des solutions où en fait où ils mettent à genoux un peu l'État syrien. Mais la réalité, c'est que je pense que la Syrie résistera, ne se laissera pas faire, et les accords d'Astana ont été très positifs dans le sens où ils vont dans le sens de la démilitarisation ou déterrorisation de grandes zones en Syrie, notamment la zone d'Idlib. Donc rendre toutes ces zones exemptes de terroristes et exemptes d'armes, ce qui a très fortement déplu d'ailleurs aux États-Unis, je tiens à dire, mais ça a été quand même une avancée qualitative importante. Et c'est aussi en réponse à cette avancée qualitative, je pense, que ces manœuvres ont lieu de manière à peser aussi à la fois sur pour parler à Astana. Et je rappelle qu'il y a quand même un Genève qui va avoir lieu, le Genève 6, qui va avoir lieu au mois de mai, la semaine prochaine, enfin cette semaine, je crois, la semaine prochaine. Donc voilà, là aussi, c'est quelque chose d'important. Donc comme d'habitude, ils essayent de créer un rapport de force en fonction de ces discussions et de ces débats de manière à peser davantage, puisque les terroristes ne pèsent plus tellement lourd dans la réalité syrienne, et donc voilà, eux, ils interviennent pour peser.